les bipèdes, bienvenue dans ce podcast numéro 60 de CGY. Vous l'entendez, ce n'est pas le doc cette fois, mais bien Néo. Et ce n'est pas non plus ni Pez, ni Djeko, ni Bibi qui va m'accompagner cette fois, mais une toute nouvelle que l'on accueille chaleureusement, du doux nom de Marie. Coucou tout le monde et merci de m'accueillir sur le podcast. Marie, que vous avez certainement entendu dans un précédent podcast où on a eu la chance de l'interviewer sur son travail, sa profession et sa carrière, que ce soit en festival de cinéma montpelliérain, en production, t'as des titres à n'en plus finir. Tout ce qu'on aime, quoi. Le jeu vidéo, le cinéma, voilà, l'animation, tout ce qu'on aime. Donc si vous avez besoin de savoir qui c'est, vous avez toute une émission pour voilà, c'est ça. pour la découvrir. Marie, je suis très content que tu sois avec nous. Merci d'avoir rejoint l'équipe. Merci de l'invitation. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de participer du coup à l'aventure avec vous. Ça sera ton baptême aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a un invité que l'on connaît bien tous les deux, que tu connais même plus que moi d'ailleurs. Donc c'est assez rigolo de faire ce baptême avec lui, du nom de Laurent Lecroiset. Bonjour. Bonjour Laurent, donc on va parler, tu es environnement artiste, pour le dire globalement. Globalement, ouais. Voilà, tu as une grosse carrière, tu as fait pas mal de choses très techniques, tout aussi, oui en tout cas, éclectique c'est comme ça qu'on dit, voilà. hétérogène, je ne sais pas, voilà. On va découvrir tout ça, ça va être très cool. Mais juste avant, je fais mon petit quart d'heure promo. Alors, cette fois, j'ai fait un post-it. Alors, vous allez voir, ça va être beaucoup plus carré que d'habitude. Donc, pour tous ceux qui aiment ce que l'on fait et qui ont envie de nous soutenir, vous avez donc un Patreon où vous pouvez vous pouvez vous souscrire en fait par émission à hauteur de 1 euro, 3 euros ou 5 euros. Donc, il y a 3 paliers, junior, mid, senior. Le junior, vous avez les émissions une semaine à l'avance et votre nom dans les notes de l'émission. Si vous passez en mid, vous avez tout ça, mais en plus, on met aussi votre post et un lien vers le CV ou la démo que vous avez envie de partager avec les gens de la communauté. Et si vous passez senior, vous avez des petits goodies et en plus, vous avez accès au Discord et du coup, vous allez pouvoir partager avec nous et avec tous les gens qui sont seniors. Il y a pas mal de discussions qui tournent autour de ça peut être des nouveautés, ça peut être même du boulot, pourquoi pas, on sait jamais. Donc voilà, n'hésitez pas. Et ensuite, vous avez aussi, donc pour ceux qui veulent nous soutenir, mais pas forcément souscrire à une prélèvement à l'émission, etc., vous avez un spread shop où il y a plein de goodies, des t-shirts, des trucs comme ça, qui sont un peu vieux certes, mais voilà, qui sont toujours dispo. Il y a un PayPal pour faire un don aussi, directement, si vous voulez faire un don ponctuel. Et surtout, partagez l'émission, parce que c'est ce qu'on veut, c'est partager le bonheur, partager le plaisir, partager la passion. Donc sur Instagram, sur X ou Facebook. Alors X, j'espère que bientôt on partira et qu'on ira sur Blue Sky. Mais en tout cas, vous nous retrouvez à @CJY Podcast. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre, à faire partager tout ça. Et on va entamer l'émission. C'est parti. Alors Laurent, mais qui es-tu? Mais d'où viens-tu? Je suis Laurent. Et que fais-tu? Du coup, ça commence aux études, on va dire. Donc, je viens de New Edge à Paris, où j'ai fait une section CG plutôt que jeux vidéo. Et en parallèle, je faisais de l'alternance avec Cyanide Studio. Et du coup, ma première boîte, ça a été Unity Image pendant 4 ans. Et ensuite, Ubisoft. Ta première boîte, ça a été Unit. Ouais. Quand même. Enfin, après Cyanide, où j'avais fait pas mal d'années, quand même. Ouais. Et j'ai vu que t'as commencé en stage et tout, alternance en même temps, ce que tu faisais. Stage et alternance. Et c'est là où j'ai quand même pas mal appris, parce qu'on apprend toujours mieux dans le vif du sujet. Tu peux parler un peu de la formation New Age, justement, comment ça a été pour toi? Est-ce que t'as plus appris dehors ou tu vois? Ça a été, en fait, ils forment des étudiants à partir de professionnels qui viennent en intervenant. Il y a quelques profs qui sont là tout le temps. Mais non, très bonne formation, un peu dans tous les domaines. Ils font pas vraiment d'animation, ils font plus tout ce qui est vraiment image généraliste et tout ça. L'animation, ça pêche un peu des fois, mais ça s'améliore énormément avec tout ce qui est mocap et tout ça. Et il y a quelques profils qui sont quand même bons. Et comme toute école de CG ou de 3D, c'est beaucoup d'auto-formation et voilà quoi. Donc t'as appris beaucoup plus après finalement, en commençant les boîtes et tout. Ouais, surtout les boîtes quoi. Et quand t'as été stagiaire et alternant, tu faisais beaucoup de choses ou t'étais déjà spé enviro dès le départ? Je faisais pas mal de props. Tout ce qui était les cas, ça m'attirait pas forcément.
parce que un peu moins d'appétence pour ça, on va dire. Mais ouais, plutôt tout ce qui était généraliste, vraiment à comprendre tous les aspects de la 3D, du rig, autant de la tech que vraiment de l'artistique. Ouais, t'étais déjà très tech en fait dès le départ. Un peu à la base quand même. Voilà. J'ai une petite question, moi. Est-ce que c'est pas indispensable un petit peu de passer par ce circuit-là, de voir un petit peu tout, tu vois, d'être généraliste pour pouvoir t'orienter plus facilement après vers ta spécialisation? Ça dépend des profils. Ok. Vraiment. Il y en a qui sont très très bons en dessin, je les ai vus. Ils font du cara tout de suite, ou du concept artiste, et ils sont à fond là-dedans et ça marche très bien pour eux. Et si tu veux vraiment toucher un peu à tout, enfin au début, si tu sais pas vraiment ce que tu veux faire, faut toucher un peu à tout, quoi. Et quand t'es tech aussi, peut-être pour comprendre les rouages. Comprendre tous les aspects, autant pour du personnage que de l'environ ou même du moteur ou du rendu ou ce genre de choses, quoi. Donc faut faut apprendre voir un peu tous les aspects quand même. Enfin moi, c'était ma volonté en tout cas. Ouais. Et oui, une expérience aussi que j'ai pas dit, c'était hors côté vraiment image, c'était plus de l'architecture. Ouais. Ouais, je voulais voir un peu ce que ça donnait dans ce domaine et Mais eux comprendre proposaient un peu. des trucs là-dessus? Bah, c'était l'autre image, le studio que j'avais fait, qui faisait de l'architecture, que j'avais eu de contact à Paris quand j'y étais, et qui avait vraiment, c'est un autre domaine. J'étais intéressé quand même de comprendre quelle était la différence entre. Et c'est quoi la diff alors? Moi, ça m'intéresse aussi parce que on en a pas beaucoup parlé dans le podcast, tu vois, parce qu'on parle souvent d'anime, JV et tout. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a d'autres domaines comme, je sais pas, les vidéos de bowling. Ouais, ça c'est un concept, ce truc. Et en archi, on va te demander quoi de différent justement? Le timing. Le timing. C'est des timings beaucoup plus courts. Ah oui, entre le moment où le client arrive et ce que tu dois livrer. Ah oui, d'accord. Et ça dépend des boîtes, mais la sensibilité qu'ils ont à l'image. Là, faut montrer des produits, faut pas montrer une belle image. Faut lier tous les domaines en fait du produit qu'on fournit, quoi. On vend un centre commercial, on vend pas un concept de jeu vidéo. Ouais, t'as besoin d'être précis, voilà. T'as besoin d'avoir des choses qui sont un peu cohérentes. Djeko, qui est un de nos co-hosts aussi, lui il bosse dans une boîte qui fait à l'époque où on discutait avec lui, en tout cas il bossait sur des réflexions ultra précises pour justement vendre le plus proche possible de ce que ça allait être dans la réalité, avoir un retour visuel, parce qu'en plus j'imagine que dans ce genre de boîte tu as affaire à des gens qui connaissent peut-être pas forcément comment dire, ils ont pas le même œil que des gens de notre milieu, qui viennent de la CG ou genre. donc c'est d'autres manières de les convaincre, c'est d'autres manières de... Putain, c'est marrant. Et comme tout nouveau dans une boîte, quand t'arrives, certes tu viens avec ton expérience, mais commencer à expliquer des choses en disant bon, est-ce qu'on peut les faire évoluer, les gens sont un peu réticents dans le jeu vidéo, partout, quoi. Ah ouais. Dès que t'amènes de nouvelles techno, un petit retrait quand même. Ils ont peur, c'est vrai, on a toujours fait comme ça. C'est ça. Et du niveau budget, ça doit être différent aussi. Genre, j'imagine qu'une boîte d'archi a pas le même budget pour la 3D qu'un produit culturel où t'as envie de mettre toutes tes billes dedans. Je sais pas. Ça, j'en sais rien du tout. T'as pas senti une diff, en tout cas. Non. Bon, ça dépend des projets, je pense. Ouais. Ok. Et donc, tu fais quoi exactement aujourd'hui, alors maintenant, après tout ça? Alors, aujourd'hui, je suis procédural artiste, tech art et environnement artiste. Et je me suis plus dirigé sur un aspect tech art et de faire du Houdini. Donc ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et mon dernier projet avec vous, je crois, Prince of Persia, où je faisais vraiment de l'environnement artiste et un peu de pipe sur les outils qu'on a utilisés avec Houdini, par exemple. Tu peux expliquer un petit peu justement comment tu fais du décor avec Houdini et le procédural? J'imagine les deux sont liés. C'est un vaste sujet. Là, on rentre dans l'art direct. Oui, allez. C'est à utiliser au bon endroit et au bon moment. En fait, tu peux pas. Ça dépend de la taille des projets, ça dépend de l'impact que tu as sur la création des assets. Genre, tu vas pas utiliser Houdini pour faire un tonneau, par exemple.
C'est sauf si tu en as 10 000 à produire et qu'il faut des variations à chaque fois, c'est un peu inutile en fait. Ou alors, tu peux l'utiliser sur, par exemple sur de la mise en place d'objets qui sont assez redondants à créer, genre des cailloux ou des falaises ou des trucs comme ça. Et faut que tu aies l'utilité en fait d'Houdini pour produire beaucoup de choses. Pour que ça vaut le coup en fait de développer pendant un mois un outil qui va te permettre de faciliter la vie des graphistes pendant le reste de la prod en fait. Son point fort, c'est de démultiplier, enfin c'est le côté gestion d'une multiplicité de trucs, d'instanciés, ou je sais pas, je dis des termes comme ça. Ouais. Non, mais... c'est plus comme je te dis, si tu as besoin de produire beaucoup de choses qui sont chiantes à produire, ouais. du coup tu peux utiliser des façons procédurales pour faciliter en fait, pour enlever du temps aux graphistes pour qu'ils pensent plus à une composition et à et comment tu vas créer ton environnement plutôt que Ah oui, plutôt que faire une variation de 1500 cailloux. Faire une variation de mur encore pendant 6 mois et enfin des trucs relous à faire quoi. Okay. C'est là où tu peux utiliser le Procedura. Et après, Procedura, tu peux l'utiliser comme dans certaines prods sur Pop, par exemple, où je pense que JB vous en a parlé. Ouais, j'imagine, ouais. Sur comment créer des règles en fait de création, notamment dupliquer, que ça soit de façon dynamique, dupliquer beaucoup d'objets pour construire des niveaux et que ça soit assez facile de pouvoir les modifier, plutôt que de recréer par exemple une muraille parce que c'est pas la bonne distance, parce que le LD a changé ou ce genre de choses. Donc sur ces outils-là, ça devient très utile. Parce que dans le jeu vidéo, on est dans de l'itération, c'est ça, et que il suffit que tu rajoutes 2-3 mètres pour un saut ou pour une plateforme ou un truc. C'est à modifier. Ouais, t'as pas envie de refaire une muraille juste pour ça. Voilà. Et en fait, ces outils permettent de vite rallonger des bouts et ça, parce que t'as pas expliqué, mais le procédural, du coup, si on peut essayer de vulgariser un peu ce que c'est pour des gens qui connaissent vraiment pas. C'est créer des assets ou des règles en fait dans la création d'un niveau de façon avec des nodes en fait de façon avec des noise, comme on peut dire. Oui, avec de l'aléatoire. Avec de l'aléatoire, voilà. Ouais. Pour pouvoir arriver à des résultats différents en fait. Et donc toi tu le nourris avec des pierres, des tailles de murs, je sais pas, ça dépend comment on veut penser le tool en question. Soit on décide vraiment de créer de l'aléatoire même dans la modélisation et du coup on modélise procéduralement, ou alors on peut créer donc des règles aléatoires qui vont permettre de faire spawner qui vont permettre d'afficher des objets différents. Ok. Donc les objets qui ont été créés à la main avant, en fonction de règles ou par exemple t'as des modules de 4 mètres, de 2 mètres, de 50 centimètres, et en fait moi je crée des règles qui permettent de organiser aléatoirement tous ces modèles. Ok, parce qu'on entend souvent dans le jeu vidéo le procédural, mais c'est différent d'avoir un niveau qui est généré aléatoirement à chaque fois que tu recommences une partie. Est-ce que toi tu utilises, au final c'est un peu la même logique, mais toi tu t'en sers pour figer quelque chose et au final tu décides de ce qu'est le décor et voilà. C'est ça. On utilise les outils pour pouvoir dire à la fin c'est ce résultat qu'on veut. Sur le procédural comme on en pense dans un jeu vidéo comme n'importe lequel. J'ai pas de nom en tête là maintenant. C'est des règles qui sont faites par des développeurs dans le moteur en question. C'est pas nous à la création. Okay. Du coup, là, toi, tu as besoin de définir un cahier des charges, en fait, avec d'autres métiers, c'est ça? Avec le DT, avec... Directeur technique. Ok, ouais. Justement, où on se dit, comment on va penser, en fait, la création d'un niveau, et du coup, de ficher et de dire au graphiste, on a besoin de ça pour créer de l'architecture, par exemple. Du coup, vous faites ces modèles-là, et nous, on va mettre en place ces trucs-là. Et après, du coup, là-dedans, comment dire? Où est-ce que tu t'inscris en fait dans une chaîne de fabrication? Du coup, t'as des graphistes qui font des éléments pour toi, ou est-ce que tu les fais toi-même? C'est moi qui les fais moi-même. Ouais. Ok. Ouais. Pour la première passe, en fait, on décide
on fait un premier proto du tool. On dit bah voilà, on a besoin de tel tool, donc on fait des blockings de modé, et même après on fait jusqu'à pousser le visuel final d'un niveau, par exemple, en disant bah voilà, ces tools là, on sait ce qu'on veut, c'est ça maintenant, et bah toutes les itérations on fait faire ça par des graphistes. Ok. Donc, voilà. Et après, bah, bien sûr, en fonction de quand on crée des différents tools pour faire tout le jeu, par exemple, on peut faire évoluer les tools au fur et à mesure de la prod. Si un graphiste dit bah tiens, on pourrait plus faire comme ça, on peut bien sûr faire évoluer les tools, quoi. Du coup, ton métier arrive dès la conception du jeu vidéo, en fait, c'est ça? Même assez au début. Ouais. Et ou alors c'est d'arriver sur des projets qui ont déjà des tools et de leur dire bah tiens, peut-être possibilité de faire autrement, ou il y a des nouveaux tools à créer, enfin, il y a plein de choses à faire, quoi. Donc on peut toujours ajuster le tir, du coup, en cours de Ouais, production, c'est toujours. ça que tu dis? Même il y a des projets qui sont très, très gros et où ils ont déjà des façons de faire, où c'est assez difficile de corriger, enfin pas corriger, mais de les emmener vers une autre façon de faire. Mais ouais, généralement, ça évolue en fonction de la taille des projets, quoi. Parce que toi qui as fait je me tourne vers Marie et je fais un ping-pong du coup. Mais toi qui as été plutôt du côté un peu prod de projet, il y a de la place justement pour accueillir des nouvelles façons de faire en milieu de course, tu vois, ou c'est quand même chaud parce que j'imagine que ça demande un budget, ça demande de former les gens, ça demande de Oui. réapprendre une façon de faire. Mais après, c'est pour ça que j'en parlais, mais effectivement, après, les métiers tech comme ça, en fait, ils sont vraiment au cœur de la production dès le début, en conception, et c'est là que tu as toutes les réflexions pour justement mettre en place les façons de faire. Après, effectivement, sur le jeu vidéo, en fait, tout au long de la production, tu vas être confronté à divers éléments, et notamment certains tests que tu vas faire au fur et à mesure du dev, en fait, avec les ingés, que ce soit, je pense par exemple aux performances, et donc derrière, tu vas toujours avoir les personnes techniques ou tools qui vont pouvoir venir t'aider, t'amener un support pour modifier ta façon de faire actuelle et pouvoir répondre à ta problématique. Donc effectivement, en fait, tout au long du projet, les personnes comme Laurent peuvent agir et améliorer les choses, quoi. Et t'as une diff, alors t'as fait Unit qui est plutôt dans de la CG, Ouais. du précalculé du coup. Ouais. Et là t'es dans du jeu vidéo. Ouais. Et du coup justement, qu'est-ce que tu préchotes de différent entre le JV et la CG dans ce genre de Bah, je faisais pas domaine? de procédural avant. Ouais. C'était vraiment vraiment de la création de data pure. Mais on se rapproche, en fait. Je trouve depuis quelques années, avec Unreal ou d'autres process où il y a des liens qui se font de plus en plus, qui sont enfin les games aujourd'hui apprennent des choses de CG, en fait, qui sont déjà Ouais. en place dans le CG, et ils se retrouvent on leur demande de la qualité en disant voilà, je veux le niveau qualité d'un film de CG. Donc ils se retrouvent à devoir adopter des process de CG, et ça c'est super intéressant, et justement ça fait le lien, je trouve, pour les graphistes des fois qui se disent qu'ils ont un peu peur d'aller dans le jeu vidéo ou d'aller dans le CG, mais il y a moyen, faut bien sûr se former, et il y a plein de choses, Il y a d'autres mais contraintes voilà, il y a forcément. d'autres contraintes, ça c'est Ouais, sûr. ouais. Mais ça s'apprend. Ouais, puis au final, j'ai l'impression que c'est un métier dans lequel comment dire, t'es un peu moins lié à la performance temps réel. Genre une fois que ton décor il est fait, il est fait. Après c'est de l'optimisation C'est derrière. ça. Ouais. Mais comme en CG, on fait aussi de l'optimisation finalement. C'est pas Oui, la oui. même, c'est Pas la tellement pas le même, même mais niveau. il y en a aussi, hein. Mais Ça c'est pas magique. ouais, tu passes beaucoup de temps à derrière une fois que c'est généré à optimiser et tout. En jeu vidéo Ouais, ou en JV, ouais, du en coup, ouais. JV? Mhm. C'est plus à la fin où en fait quand on commence à avoir toute la quantité de data et dire bon bah on est un peu ric-rac sur les mémoires ou ce genre de choses, tu commences à optimiser. Pendant la prod, on a quand même un fil conducteur sur la quantité de poly ou de textures, et mais il y a une phase d'optimisation, ça c'est sûr. Mhm. Donc, et en film, c'est pas forcément au même endroit où tu regardes c'est plus le temps de calcul que ça engendre. Mhm. Si tu mets pas d'instance, si t'as beaucoup de matériaux, si t'as beaucoup de réflexion, enfin voilà, tout ce truc-là, bah c'est pas la même optime, mais au final t'actionnes des optimisations qui sont un peu au même endroit, quoi. C'est Ouais. le nombre de matériaux qu'il y a dans la scène, enfin c'est toujours le même
C'est la Ils même ont un peu le logique même derrière. profil et même logique. C'est pour ça que tu Et disais que c'est transposable, en fait, ouais, de voilà, l'un c'est à ça. l'autre, en vrai. Et ça change un peu avec, les nouvelles façons là justement de Unreal Engine où, j'ai pas encore pratiqué OK. vraiment sur, tout ce qui est, nanite, tu sais les géométries qui sont beaucoup plus lourdes, mais qui sont légères à calculer. C'est quoi nanite? C'est le Hésite pas, Marie, si tu perdu, parce que moi, je suis perdu Ouais. aussi, hein. C'est, la nouvelle façon de calculer la géométrie dans Unreal OK. et ça permet d'avoir des modèles qui sont très, très lourds en full data, Ouais. mais il y a plus de question de level of detail, De niveau de détail. niveau de Ouais. détail, et du coup, tu mets tes données brutes dedans, en fait. Donc, mais c'est soumis à de nouvelles optimisations. C'est, Ouais, tu sais peut-être pas là, encore, je là. sais pas encore, Ouais, OK. mais je suis en train d'apprendre et toujours, Donc c'est un truc tout récent, tout vraiment là bah, c'est de Unreal 5. C'est, Unreal c'est 5? ouais, c'est OK. la nouvelle, c'est leur nouvelle façon de calculer, quoi. Eh ben ça pourrait bénéficier aussi au cinéma, pour le coup, C'est ça. Bah, actuellement, si tu peux mettre tu as tes des studios tes tu as des, films qui ont été faits pour, Love, Death and Robots ou même pour, le truc d'Amazon là, les Secret Level? Secret Level, qui ont été faits sur Unreal. Ah ouais, ouais. Donc, tu vois les 2 mondes, en fait, en enviro et en généraliste, artiste ou ce genre de choses, ou genre de profil, qui sont voués à qui veulent connaître la technique de chacun des métiers, en fait. Mmh. Donc, autant dans le CG que dans le jeu vidéo. Ça a l'air Donc, hyper, technique, là. Tu nous parles beaucoup de tech depuis le début. ouais. Comment j'ai l'impression que tu fais une veille, relativement soutenue, on va dire. Il y a beaucoup de gens qui font leur taf et qui s'occupent pas des nouveautés qui C'est arrivent. ça. Comment tu fais pour, être un peu calé, sur tout ça? C'est, contact, de copains Ouais. où on s'entraide, enfin on discute de 3D donc du coup, l'un voit, certaines nouveautés, du coup moi ça m'intéresse, je vais checker, enfin tout ce genre de choses. Et en général, c'est quoi? C'est des articles? C'est des Ouais, des vidéos? articles, des technos qu'on voit dans les différents studios, bah, surtout sur du Unreal où, tu as tout le monde qui est dessus en ce moment. Houdini a une grosse part d'apprentissage. Difficile, mais ultra intéressante et ouais, faut aussi être intéressé là-dedans, quoi. Enfin, Il y a beaucoup de docs sur ces softs, justement, là, ou c'est ouais. vraiment que par du bouche à oreille comme ça? Non, Est-ce il y que a tu as un beaucoup de Discord, par exemple, bah, à conseiller YouTube, ou YouTube, le Discord YouTube? déborde, ah ouais, Discord YouTube, hein. Déborde d'informations et de gens qui communiquent là-dessus, qui sont à plus ou moins, haut niveau dans différents logiciels et maintenant, hein, grâce à tous ces outils de vidéos ou même d'articles sur 3DVF ou tous les autres sites, il y a des infos partout, quoi. Ouais. Enfin, C'est souvent en anglais, j'imagine? ah bah, Bah, toujours. 3DVF, c'est en français, Ouais, pour mais le coup, toujours. mais Ouais, mais même, je pense que ça vient d'articles qui sont en anglais et du ah coup oui. Bah, oui. donc non, il y a énormément. Il y a 80 levels aussi que je suis beaucoup. 80 levels? Ouais. OK. Que je suis beaucoup. Je mettrai dans les notes de l'émission pour ça. Allez voir. Bon, il est connu. C'est ceux qui font de la 3D font ça. Ouais. Ouais, il y a plein de tutos, plein de trucs, quoi. Du coup, c'est un métier où tu es constamment en train d'apprendre, Oh, ouais, tout le temps. Ouais. Là, en 10 ans de prod, j'ai dû changer 3-4 fois de pipe. Ah ouais, non, faut être tout le temps être en veille et après c'est en fonction des boîtes où, certaines boîtes sont sur, 3ds Max, d'autres sur Houdini, d'autres sur Maya et ça c'est très dur, je trouve de tout le temps être en veille, de pouvoir avoir un taf dans certains studios parce qu'ils ont différentes façons, de produire et ouais, il faut être en veille, quoi. il y a un intérêt, enfin justement ma question c'est, tu as cité pas mal là de logiciels et tout, j'imagine qu'à chaque fois il y a un intérêt pour la société à être dessus, ou est-ce que parfois c'est juste un historique et justement ils viennent chercher des profils comme toi pour changer les choses, ou chaque soft a son avantage pour tel ou tel élément Ça dépend de précis? l'historique de la boîte, généralement. Ou pas mal de boîtes commencent à changer après en fonction des profils, notamment dans l'animation ou s'ils sont pas sur Maya, il y a beaucoup de graphistes, beaucoup d'animateurs en moins. C'est la même chose en fait un peu moins
en généraliste, parce que généralement, avant dans les logiciels Autodesk, tu pouvais généralement faire de l'image, de la modélisation des trucs simples, tu pouvais les faire. Et après, ils utilisaient un moteur de rendu différent, pour la CG. Après, ça commence à petit à petit à s'annuler en fait cette barrière de logiciel, mais ça faut que les studios l'adaptent et justement de dire aux graphistes voilà vous pouvez créer sur n'importe quel soft et nous on s'occupe de exporter correctement. Mais généralement, alors surtout en CG, ils essayent d'avoir un soft maître pour dû à l'historique, dû à tout ça, pour avoir le même pipe pour tout le monde en fait. Donc mais en jeu vidéo, il y a des moyens d'export maintenant qui permettent en fait de bosser dans n'importe quel soft et de centraliser tout sur le moteur de jeu. Donc en jeu, c'est beaucoup plus axé sur le moteur de jeu généralement. Du moment que tu fais ta data, tu la fais sur tout et n'importe quoi, tu peux l'intégrer plutôt facilement si c'est bien fait dans le moteur de jeu. Oui, du coup, Et c'est du coup, hyper t'as pas besoin intéressant. d'avoir des graphistes spécialisés dans du Maya, spécialisés dans du Blender, spécialisés dans du 3ds Max. Et Ouais, c'est en technique que tu centralises tout après Ouais, pour c'est ça. récupérer la data. si le projet ou la boîte décide de le faire, toujours. C'est Le classique. le classique. Mais ça ouvre des portes. Mais il y a énormément maintenant l'USD avec le format d'USD de Pixar Ouais. qui est génial. Là, je le découvre en ce moment. Et non, c'est une possibilité énorme en fait justement de pouvoir exporter et utiliser plein de softs et de centraliser tout sur un format d'export et de pouvoir le lire dans n'importe quel soft. C'est quand même bien génial. Tu sais si les softs récents d'ailleurs, ils ont direct de l'USD, ils prennent en charge l'USD directement, Ouais. ou est-ce que c'est dans l'autre sens que ça se fait, c'est l'USD qui doit s'adapter, tu vois? Non, c'est tout le monde adapte à l'USD. Ouais. Parce de ce que j'en lis et de ce que moi j'utilise, Ouais, bien sûr. c'est plus ça. Moi, ça m'intéresse parce que je sens que c'est en train de s'installer doucement. Ça fait, 10 ans qu'on entend parler, mais... C'est génial. Mais ça a un coût d'apprentissage et parce que c'est une grosse boîte à outils, mais c'est pas au niveau... le pipe idéal, c'est pas aux graphistes et aux animateurs de mettre les mains dedans, c'est aux gens qui font le pipe. Ouais. Et ça doit être totalement transparent pour les graphistes, en fait. Et donc ça dépend de la taille des projets, ça dépend de beaucoup de choses. Et de la taille des boîtes aussi, Et de la taille des j'imagine. boîtes, toujours. Parce que j'ai l'impression que c'est dans le JV comme dans le CG, changer, on en parlait juste avant, là, changer une manière de faire et un truc aussi central que ton fichier d'export département, machin, Ouais. c'est pas un truc que tu changes comme ça. Et non, c'est compliqué. Faut que les gens... Et en plus, c'est ça qui est, je trouve, délicat, c'est qu'il faut vraiment que tu aies plusieurs personnes en plus qui soient à jour, qui se mettent à jour sur ce truc et qui comprennent vraiment comment ça fonctionne. Mais une fois que tout le monde est dessus, c'est génial. Ouais. Ouais. Tu gagnes quoi en efficacité, en rapidité, en possibilité. En possibilité aussi, ouais. Ça s'adapte à tout, en fait. C'est une grosse boîte à outils et tout le monde peut l'utiliser comme il le veut. Donc, mais après, c'est pensé pour CG quand même. En fonction, je vais pas tout expliquer, mais c'est plus pensé CG à la base. Et après, comme c'est une grosse boîte à outils, tu peux l'adapter comme tu veux pour le jeu vidéo ou d'autres choses. Ok. Voilà. Je vais revenir un petit peu sur ton passage chez Unit. Ouais. Ça a été combien d'années? 5 ans? 4 ans? Ouais. Il y a un truc que tu as fait de particulier là-bas, quand même. C'est quand même pas rien. Du est-ce rig. que tu peux nous en parler? Oui, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le rig? Non. Mais c'est bon là-dedans. Donc t'as eu beaucoup à faire à la méthode de ce qu'on appelle du scan, du scan. C'est ça. Alors, si je le vulgarise, tu me dis si je dis n'importe quoi. Vas-y. Marie, est-ce que tu sais ce que c'est que le scan? Oui, tout à fait. Wow. Vas-y, je te laisse expliquer alors. Du coup, je vais envoyer au turbin. Alors, pour moi, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est-à-dire que c'est genre comme si tu avais dans une pièce plein d'appareils qui allaient te scanner en fait en turnaround dans tous les sens pour derrière reproduire du coup ton image en CG. Est-ce que c'est ça ou pas? Moi j'ai la même idée. Moi j'avais plus l'idée de en modèle. Tu prends des photos de... Oui, bien sûr. Moi j'avais l'image de tu prends des photos de cailloux
ou de mur Ah oui, et ou de derrière, tu bois. exportes en caillou, en Et mur, en bois. parce qu'il me semble que ça a commencé comme ça, pour essayer d'avoir Ouais. des belles textures, C'est ça. d'aller chercher des trucs dans la vraie vie, de faire des photos ultra 4K, 12000K, j'ai n'importe quoi. Moi, c'est comme ça que je l'utilisais. Ah voilà. Et tu projetais ça sur les objets pour avoir un aspect réaliste à l'époque. Mais du coup là, ce que tu dis, Marie, c'est l'étape encore au-dessus carrément. Ouais, qu'on avait C'est ça. tenté de Ça faire en dépend jeu. si c'est pour Ouais. du décor ou pour du Perso. perso. Alors vas-y, raconte-nous parce que Et- du coup, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que chez Unit, Chez Unit, donc j'ai avec Xavier Poitron et d'autres personnes, notamment, on a monté donc tout un pipe de 3D, de scan. Et enfin, ça a bien évolué maintenant depuis que j'y suis plus. Ouais. Ils ont fait plein de trucs. c'était il y a combien? Il y a 6 ans, 10 Il y ans? a plus de 7 ans. Ouais. Donc ils ont eu le temps de bien peaufiner le pipe, de faire plein d'évolutions. Moi, j'en avais fait quand on commençait réellement, en fait. Et du coup, je suis arrivé à Unit. On m'a mis à la fois sur du décor et à la fois sur le pipe de scan avec j'ai oublié son nom. Tu couperas. Avec Xavier. Ah bah non, on coupe rien. Xavier et Appelons-le Bob. Bob, voilà. Désolé pour Bob. Et donc ouais, au début, on n'avait pas forcément de soft qu'il y a aujourd'hui pour pouvoir scanner des personnages ou des objets. Comme tu as Reality Capture, Agisoft, il y a un autre soft open source que j'ai oublié le nom. Maintenant, il y en a plein. Avant, on décomposait le pipe dans les différents softs qu'on avait. On avait Nuke, Maya, et pour projeter en 3D des trucs. Donc, je vais pas expliquer tout le pipe. Ah bah si, bah t'es pas obligé d'aller dans le détail, mais... Là, c'était complexe. Ok. Complexe, c'est non. Et du coup, en fait, c'est... par mathématiques, enfin là je connais pas trop, c'est à récupérer des points qui sont similaires sur les différentes images que tu fais à 360 degrés pour pouvoir recréer le modèle 3D. En fait, ça te fait des nuages de points et après tu peux reprojeter toutes ces images-là sur le modèle en question et reproduire le modèle 3D en full data quoi. En fait. Parce que tu dis reproduire le modèle, mais t'as déjà fait la modélisation avant? Non. Ah non, c'est à partir de l'image. À partir de l'image, tu crées le modèle en 3D. Ah ouais, ok. Donc ça te fait un nuage de points. Et du coup, ces nuages de points, tu peux les traiter pour pouvoir récupérer le modèle 3D comme avec des polygones, comme si tu pourrais. Et tu fais ça avec des appareils photo classiques? Ouais. Ok. Enfin, des réflexes, généralement. Oui. Oui, pour avoir la meilleure qualité. Pas le jetable Kodak. Pas le jetable. On imprimait les photos et on les mettait en 3D. Et du coup, en fait, ça te permet d'avoir un modèle réaliste en une centaine de photos et c'est réglé, quoi. Ok. Donc, et maintenant, tu as des applis qui font ça sur les téléphones, si tu veux des modèles plus ou moins définis. Maintenant, il y a des applis qui font ça, mais ultra bien. J'ai pas de nom là, comme ça, j'ai pas trop testé depuis, j'en fais plus. mais ça permet d'aller super vite, notamment pour des projets réalistes, notamment chez Unitimage, où quand tu fais 15 fois des cailloux, à la fin... ça va plus vite de prendre des photos et de mettre tes cailloux dans les trailers, on va dire. Bah, techniquement, comment tu faisais alors? Si tu devais m'expliquer comment est-ce que tu arrivais de j'ai envie de faire un caillou et j'ai mon caillou. Bon, on prend un caillou parce que c'est l'exemple. Voilà, c'est l'exemple facile. Mais voilà, le process, peut c'est faire quoi? nous, ce qu'on faisait, c'était des fois, on avait des rues pavées et on avait besoin de pavés au lieu de t'embêter à modéliser un par un tes petits pavés. Je l'ai fait aussi. Mais à un moment donné, on s'est dit, bah tiens, pourquoi on scannerait pas une rue et du coup... Donc là, tu sors avec ton appareil. Tu sors avec ton appareil, tu fais toutes les photos qui t'intéressent, à plus ou moins... Enfin, ça c'est compliqué vu que c'est qu'à la voix. Oui, forcément. Mais à des angles différents. Et du coup, après, tu passes ça dans un sort de traitement d'image. Ça, c'est ce que vous avez développé du coup? Ou ça Au existait début, déjà? oui. Maintenant, ça existe en soft oui, bien sûr. utilisable aujourd'hui. Tu as des process qui permettent de daylighter tes images pour pas être influencé par la lumière. Ok. Ça te permet d'avoir juste l'albédo, si tu veux. Tu peux décomposer ton image comme si tu ferais un shader, en fait. Donc, tu as juste des nuances de gris ou des nuances de couleur? Tu peux, mais non, tu fais ça directement avec la couleur. C'est juste t'enlèves la lumière pour éviter d'avoir des ombres déjà projetées.
Parce que nous, après, en 3D, on a besoin aussi de, quand tu simules, quand tu fais ton lighting de ta scène, bah, il te faut pas des influences de lumière dans tes textures. Oui, sinon ça va être pas cohérent. Sinon, c'est pas cohérent. Donc voilà, et à partir de ces images délightées, on peut aussi récupérer les volumes et du coup faire le traitement avec Reality Capture ou Agisoft ou d'autres qui te permettent de récupérer un nuage de points par rapport à ces modèles-là. Et en fait, bah tu peux remodéliser complètement toute ta rue en fait. Ok. Et ça, tu le balances dans Maya, après, dans n'importe quel soft, dans Nuke, Blender, Nuke, Max, Unreal, Maya, bah c'est comme ça que font toute la base de données de Megascan, par exemple. D'accord, ok. Megascan, c'est un truc où tu peux aller acheter des... Voilà, t'achètes des modèles où je crois que ça a été gratuit pour un moment avec Unreal, et vu que ça a été racheté par Unreal, et du coup ça leur fait toute une base de données pour les différents projets qu'ils vendent pour faire du modèle 3D quoi en fait. Putain, c'est ouf. Ouais, et ça te, enfin, t'as un temps de prod qui est, enfin, t'as plus besoin de faire de cailloux, t'as une banque de données et du coup, tu utilises ce que tu veux, quoi. Ça fait gagner un temps fou, j'imagine. Un temps fou, en décor. Ouais. Après, pour du réaliste. Oui, parce que j'allais dire, est-ce que ça s'adapte à un peu des trucs après, un peu plus c'est un modèle cartoon, 3D, tu peux en faire ce que tu veux. Ouais. Mais généralement, c'est voué à des projets plus réalistes ou genre de choses, quoi. Comme l'a fait Unity dans cette période, justement, en fait. Et ouais, et notamment pour les personnages, après c'est un peu plus compliqué, où donc tu utilises le principe de phoneme, je pense que tu connais, on a dit. Ouais. Où bah justement on scannait, c'était une 60aine de morphes différents qu'on traitait après, on coupait les parties qui nous intéressaient pour telle ou telle animation, donc un morpheur. Et ça, il y avait un traitement pas en automatique, on le faisait à la main à un moment donné. Je sais pas si ça a évolué ou pas depuis. Et du coup, ça nous permettait de fournir aux animateurs des morphes réalistes pour chaque personnage en fait qui était traité. Et c'est quoi l'avantage par rapport à de la performance capture plus réaliste aujourd'hui? Plus réaliste, tu peux les utiliser en displace directement pour avoir le maximum de détails en fait sur la peau, sur le displace qui bouge en fonction des morpheurs. Enfin, c'est beaucoup plus réaliste. Oui, parce que tu veux dire qu'en performance capture, tu vas avoir les points qui bougent, mais tu as besoin de recréer toutes les masses, les rides, etc. Alors que là, tu les as dans ta photo, quelque part. Tu les as intégrés dans ton rig, où tu peux appeler telle ou telle texture de displace qui te permet par exemple d'avoir le pli de la lèvre sur quand il ouvre la bouche par exemple, ou ce genre de choses. Ah, vache. Donc si c'est bien en fonction des prods et si c'est développé pour, mais ça a pas tendance à rigidifier les déformations? Je suis pas animateur après. Mais en fait c'est intéressant parce que tu vois quand tu vois beaucoup de trucs réalistes, t'as souvent, surtout à l'époque, parce qu'aujourd'hui bon les technos elles ont vachement évolué, mais il y a toujours eu ce truc. C'est un peu comme avant que MetaHuman arrive, il y avait quelque chose de très figé, tu vois, il y a quelque chose où tu dis oui, c'est réaliste dans le visuel, mais ça bouge pas de manière très organique, un peu moins que quand t'as du rig fait à la main. Ça sera toujours, depuis maintenant avec MetaHuman, il y a ouais, voilà, c'est un mélange. Avant, on l'utilisait en tant que displace. Ce genre de data, tu les utilisais en tant que displace ou ce genre de choses. Maintenant, c'est en normal dans MetaHuman, par exemple. Enfin, c'est juste la façon de rendre. Et ça, après, pour la rigidité de l'anime, ce genre de choses, c'est à l'animateur de... Ouais. J'irais bien faire son taf et d'avoir l'œil justement pour éviter que ça soit trop rigide. Et donc t'as fait ça pour les deux, pour les décors et les persos chez eux. Et est-ce que c'est un truc que t'as pu refaire ailleurs ou c'est aujourd'hui j'imagine comme tu l'as dit il y a des softs qui existent qui font ça tout seul en fait. Ils ont automatisé beaucoup de choses. Ouais. Et avec Houdini maintenant il y a moyen de faire des trucs, mais pour l'enviro maintenant ça devient pour des boîtes, ça devient pas forcément intéressant d'investir là-dedans et de faire tes propres scans parce que t'as Megascan, t'as des librairies maintenant sur le net qui fournissent les meshs directement. T'as des boîtes qui sont spécialisées là-dedans. Je trouve que ça suffit. Ouais. Il y a pas besoin de faire soi-même ses propres trucs pour dire ouais mais c'est mon caillou.
Bon, ça c'est l'ego du graphiste. Je parle de ça parce qu'on a forcément ces questions, tu vois. Non, toi, avec tu cherches l'IA, la question elle est démultipliée, tu vois, de Ouais. dire on va avoir tout le temps les mêmes trucs. Et je sais que il y avait le fameux c'est un jeu Unreal parce que tu utilises tout le temps, tout le monde utilise les mêmes assets, tout le monde utilise les mêmes sources. Mais là, pour ce genre de truc, t'as l'impression que ça va, il y a ce qu'il faut. Ouais, il y a ce qu'il faut. Enfin, après, ça dépend des prods, ça dépend de plein de choses, mais généralement, tu regardes sur du Megascan, savoir s'il y a des modèles qui sont intéressants. Bien sûr, tu peux les. Et après, ça dépend si on a les accès ou pas avec les différentes boîtes. Et bien sûr, tu peux comme les modifier ou, enfin, t'en fais ce que tu veux, quoi. Oui, après c'est les limites du réalisme, c'est qu'au bout d'un moment, tu fais tout le temps la même chose, quoi. Ça, je sais En fait. pas si. Enfin, je veux dire, une échelle, c'est une échelle, quoi. Et voilà. Ouais, voilà. C'est moi ça. qui l'ai fait. Mais ça me fait penser au gag là de l'audio. Je sais pas si vous aviez vu ça, où en fait les mecs ont toujours les mêmes sons dans leur banque de sons pour les animaux avec le hennissement de cheval. Et en fait, tu te dis, pour le réalisme et tout ce qui est cailloux, mousse, tronc d'arbre, tu vas toujours taper dans la même chose, quoi. T'as pas besoin d'inventer la roue 1000 fois, en fait. Puis je trouve que comme dans le son, c'est une bonne remarque. Ouais. Ils ont tellement d'outils pour tordre les trucs C'est que clair. tu peux prendre un mec qui fait et puis t'as un vaisseau de Star Wars, tu vois. On va regarder ce son. Faites un sample, les gars. Ils vont l'extraire. Et en 3D, t'as un peu la même chose aussi. C'est vrai que t'as des outils qui sont tellement de plus en plus balèzes que tu peux prendre un caillou à la con et en faire un truc ultra stylisé. Ouais, c'est ça. Et putain, c'est assez fou. Mais après, c'est un objet, c'est la composition qui est intéressante. C'est pas l'objet en lui-même. C'est comment tu les assembles. Comment tu les assembles et comment tu fais ton lighting, comment tu fais ton ambiance. C'est ça qui est intéressant. C'est pas l'asset en lui-même. Et après, c'est question de timing de prod aussi. Si t'as 2 semaines pour faire un décor et qu'on te dit il y a les falaises, tu veux pas commencer à modéliser. Enfin, ça dépend, quoi. C'est ça la limite que t'as si la prod te met la pression, la prod comme Marie par exemple. Il y a le couteau derrière. Sur quoi en fait ton environnement, donc ton décor, qu'est-ce qui va en pâtir si t'as plus de temps, si t'as pas le temps de faire? Non, tu fais rentrer dans le temps. Tu vas prioriser quoi du coup? Parce que nous, par exemple, en anime, on a tendance à privilégier les pauses. Tu vois, si t'as plus de temps, tu vas pas avoir le temps de polish, donc tu vas faire du pose to pose de plus en plus. Tu vas aller à l'essentiel, quoi. Tu vas faire une silhouette claire, une pose claire, et puis du rythme et point. Et tu vas pas aller chercher des super courbes, des super splines et tout. Et donc en décor, c'est quoi tu vois les premières choses, les premières briques, lol, que tu vas mettre en place? Déjà, tu fais pas le détail, mais tu fais l'ambiance générale et tu vois là où tu dois mettre du détail. Ouais. Donc, si t'as pas besoin de mettre du détail au fond, enfin, si la caméra y va pas pour un film et si ta caméra de jeu n'y va pas, tu passes moins de temps dessus, bien sûr. T'as un golden pass comme ça, un truc où tu sais que le joueur va 95% du temps passer par là, du coup, faut mettre la gomme ou... Sur Pop, c'était plus simple. Oui, parce que là, on allait partout. Il y avait une caméra et c'était réglé. Pour un jeu 3D, j'ai pas vraiment fait de jeu open world pour l'instant. Okay. Donc, du coup, je sais pas comment ils font. Genre sur un Elden Ring, je pense qu'ils doivent avoir ce genre d'outils. Ah ouais, parce que c'est énorme quand même. T'es obligé de faire un choix, en fait. Je pense qu'ils ont des testeurs qui délivrent des passes particuliers et du coup, si t'as quelque chose qui se passe dans le scénario à un tel endroit, tu mets un money shot à cet endroit-là. C'est un peu comme le film, quoi. Ouais, s'il y a de la réal et tout, peut-être tu mets plus de paquets là-dedans. Et sur là où tu passes à cheval et qu'il y a que de la prairie, t'en fous, quoi. Ouais, ouais. Je pense, t'es obligé de prioriser ces choses comme ça. Sinon, c'est long. Ouais, j'imagine. Mettre autant de détails, mais ouais, sur des décors, notamment sur du film ou sur Pop, c'était une fois que tu as les outils, tu vas quand même beaucoup plus vite, notamment de procédural et les outils de création d'archives ou ce genre de choses qu'on a utilisé pour plein de cas différents. Donc tu mets beaucoup moins de temps, mais au début, c'était un peu long à mettre en place pour savoir où on met du détail, comment on pense la structure des archives, enfin des bâtiments ou ce genre de choses. Et c'était un peu long à mettre en place.
T'as une approche aussi artistique, parce que comme je le dis depuis le début, on parle beaucoup de tech, mais est-ce que t'es amené à justement peut-être à revenir un petit peu le côté architectural du truc et à penser en avance tout ce que tu vas devoir construire, peut-être te faire des crowbars, Tu passes toujours ou te par faire une des phase de frises. concept. Ouais. Toujours, t'as les concepts artistes ou ce genre de choses et on peut, enfin en tout cas moi c'est mon approche, c'est toujours poser un lighting pour voir tes volumes, toujours commencer à avoir une ambiance pour pouvoir te projeter et dire bah tiens c'est mieux comme ça. Donc tu gères la lumière en même temps que tu ouais modélises le décor. toujours. Parce que c'est moins le cas en CG. Ça dépend des boîtes. Ok. T'as des grosses boîtes comme Guff ou Micros, chercher Micros, qui ont justement un département lighting. Et même, je suis sûr que des graphistes, ils font du lighting. Enfin, les enviro artistes sont généralement des généralistes. Et du coup, ils posent un lighting, ils posent une ambiance, et après, ils balancent ça au lighting artiste et pour faire le lighting final, en fait. C'est pour ça que tu parlais d'un profil généraliste au début. En fait, t'as besoin de savoir faire de la modé, c'est ça. du rig, de la texture, de la lumière. Généralement, les environ artistes sont des généralistes artistes, en fait. Ouais. En tout cas, en CG, c'est Unity Image. Je sais pas aujourd'hui comment est le pipe là-bas, mais il y a toujours une approche un peu généraliste à devoir faire ton lighting. Si t'as de l'animation d'environnement, tu fais du rig de, je sais pas moi, d'arbres pour pouvoir gérer le vent par exemple, ou ça peut être des chaînes, ça peut être plein de choses, où tu peux gérer de la physique, tu peux gérer plein de choses. Donc il faut avoir une approche généraliste et être un peu au courant de comment on pourrait faire notre meilleur rendu pour un environnement, quoi. Parce qu'un rendu fixe, c'est bien, mais mieux animé. C'est vrai que c'est une énorme partie de l'image en plus, donc forcément, on va pas vous rater, quoi. Si les décors sont dégueux, ça se voit de fou, quoi. On arrive pas trop loin de la fin. J'ai encore 2-3 questions. Alors, on les a déjà un peu abordées, mais est-ce que... Enfin, Houdini, quand même, c'est censé être un logiciel de VFX dans ma tête. Non. Donc, comment ça se fait? Comment ça se fait que tu t'en sers pour faire des cailloux? Enfin, des cailloux qui tombent pas et qui explosent pas et ça dépend. Houdini peut être utilisé pour plein de choses. Il fait du modeling et tout. T'es capable de faire du modeling et des trucs comme ça dedans? Totalement. Sans souci? Ouais. Parce que mais c'est pas du modeling, justement, c'est pas du modeling comme on l'entend dans du Blender, et encore maintenant il y a Geometry dans Blender. C'est pas du fait à la main, c'est des suites d'opérations mathématiques ou des suites de nodes qui permettent en fait d'arriver à des variations de résultats. On revient au procédural. Voilà, là. En fait, on est très dans du... En soi, on pourrait modéliser à la main, mais c'est juste pas fait pour. Ok, ouais. Donc, tu tires pas les edges, les faces, c'est ça que tu veux dire? Voilà, c'est ça. Ah, ok, d'accord. Tu pourrais, mais c'est pas fait pour. Ouais. Il y en a d'autres plus petits pour ça. Voilà, c'est ça. Tu fais pas du sculpt, et encore, si, je pense qu'il y en a certains qui le font, du sculpt dans Houdini ou ce genre de choses. C'est ça a plus une approche de monter des scènes, de monter des pipes, et même en anime, il y a beaucoup de VFX qui utilisent ça. Houdini? Pour les foules, pour tout en fait. Les simus surtout. Ouais, voilà, simus aussi. Ouais. Donc il y a... On avait vu... C'est un soft de fou. On avait vu avec le doc, je crois que c'était Annecy il y a 2 ans, on avait vu Canary, je crois, qui l'avait bouleversé d'ailleurs, qui était full Houdini. Ouais. De A à Z avait été fait dans Houdini, donc... Non, c'est génial comme ça. Mais c'est long à l'apprentissage et ouais, c'est... Ça a l'air très... C'est mathématique. Mathématique, exactement. Tu réapprends la 3D. Non, vraiment. les fois où je me suis un peu auto-formé au début sur Houdini, où tu vois très très vite la possibilité énorme que tu as sur ce logiciel, mais tu as une courbe d'apprentissage qui est monstrueuse, quoi. C'est quand tu ouvres une porte et tu as t'as un pan entier de la 3D qui te saute à la gueule. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et t'as une énorme partie Python, tu peux coder, faire des trucs toi-même et tout, quoi, j'imagine. Un peu comme dans Maya, je pense. Ça, j'en ai pas trop fait. Mais c'est un peu le même délire. Et puis après, la dernière question, je pense, et puis après, on pourra aller tranquillement vers un CG Biance. Marie, si t'as des questions à ajouter, parce qu'on arrive au bout de notre conducteur, mais t'hésites pas. Moi, c'était celle sur LinkedIn, là, j'ai vu pas mal de soft.
Ouais. Il y avait quoi? Il y avait Clarisse, Substance, Houdini, Maya évidemment. Non, pas trop de Bon, Maya. pas tant que ça, mais J'ai oui. juste quelques notions de Maya parce que en fonction voilà des studios, Ouais. chacun a son propre pipe et ça nous adapter et d'apprendre les différents softs. Mais après, c'est juste être familiarisé avec les différents softs de 3D. Tu t'en sers tous autant les uns que les autres un peu? Bon, à part Houdini qui a l'air d'être central quand même. C'est devenu central. Ouais. Mais non, j'utilise plus beaucoup Max. Maya, j'utilise pas beaucoup. Ouais. C'est beaucoup du Blender et du Houdini. Parce que Blender, voilà. Ouais. Tout le monde s'y met et c'est quand même bien cool à l'utilisation. Et après, oui, il y a du Substance Designer, il y a ça c'est pour tout ce qui est texture. Et c'est avoir une approche. Je l'ai appris au fur et à mesure des prods en fait. C'est designer, j'ai appris avec Pop, donc ça avait plus une idée de comment dire d'automatisation de tools pour les textures et de procédural, comme avec Houdini en modélisation. Et en soi, ça a été vraiment un de mes axes, c'était apprendre tout ce qui était procédural en fait. Une fois que c'est bon, tu as fait 10 ans de modélisation classique où tu faisais tout à la main, j'avais envie justement de me rendre utile avec certains tools pour les prods. Il y aura toujours des modélisations à la main à faire, ça c'est évident, parce que tu as besoin d'un design particulier ou ce genre de choses, mais pour tout le reste, il faut accélérer les choses, quoi. Vous le planifiez ça quand vous faites une pré-prod, etc. Vous arrivez déjà à vous dire, alors là on va avoir besoin d'un modélisateur spécifique pour ça, on va avoir besoin de... Ça dépend de la taille des prods. Ouais. Ouais, c'est ça dépend du contenu du jeu en fait sur lequel tu pars à la base. Mais oui, tu peux déjà quand même t'imaginer quelques spécialistes qu'il va te falloir en modé sur certains sujets. T'en prends un de base, j'imagine, de toute façon. Je pense dans la majeure partie des cas, ouais, mais il peut y avoir des cas où non, pas du tout. Enfin, tu vois, je me dis les jeux, en fait, t'as tellement de possibilités que pas nécessairement. Ça dépend vraiment de ton scope, quoi. Mais après, des fois, ça vient au long de la prod où t'as quelqu'un, moi, j'avais une appétence pour ça, où ça a été, je propose mes services. Après, c'est pris ou pas par la prod, ça c'est en fonction, quoi. Faut s'adapter. Et oui, ça dépend. Des fois, t'as des opportunités sur les projets, quoi. Ça dépend de la taille de l'équipe que tu peux avoir. Voilà, ça dépend aussi, de plein de choses. Donc, on t'a souvent demandé, toi, de gérer quand même tout depuis la modélisation jusqu'à la livraison dans le jeu, ou en général, ça s'est un peu plus éparpillé, je sais pas comment dire, mais de ton expérience. Là, je suis en train de le faire, je peux pas trop en parler. Ah oui, évidemment. mais sur Pop, j'ai pas trop. Enfin, si c'était modéliser un décor de A à Z, quoi. Donc après, tu utilises les possibilités que tu as, les softs que tu connais, et du moment que le résultat est là, et si t'as les softs qui te le permettent, tu peux utiliser ce que tu veux en fait. Ok. Donc, Puis ça peut être un exercice aussi. Tu vois, ça peut être un crash test de ok, où est-ce que du coup on prend du temps, qu'est-ce qui pêche, et comme ça permet derrière au métier tech justement de réfléchir dans la bonne direction en fonction de ce qu'on a soulevé quand on a fait le test. De ok, là on a tout modélisé par exemple de A à Z, ça nous a pris tant de temps, ça rentre pas. Ce qu'on peut optimiser. Voilà. Ouais, et là tu commences à être plus précis, à savoir combien de gens tu vas devoir embaucher et tout, quoi. Ouais. Exactement. Est-ce que tu as une préférence du coup entre la CG et le JV, en vrai de vrai? Non. J'ai mis du temps à sentir la réponse. Ouais, j'ai eu du temps à répondre. En soi, non. Franchement, j'ai à y repenser, que ça soit autant le jeu que le film. Je retournerais bien dans le film aujourd'hui, et je suis sûr que dans 5 à 6 ans, une fois que j'aurai fait quelques prods, je serais aussi intéressé de revenir dans le jeu. Et qu'est-ce qui te manque là dans le cinéma qui te donne envie d'y retourner justement Et à l'inverse, quand t'es dans le cinéma, qu'est-ce qui te manque et tu retournes dans le JV? Ou est-ce que juste les deux te bottent? Et puis non, voilà. c'est les deux, c'est en fonction des projets en fait. Les deux me bottent, mais parce que moi par exemple, tu vois, j'ai envie de refaire de l'acting, par exemple, un truc qui me manque beaucoup. En JV, en animation, surtout gameplay, t'es très dans le body, le body mecha, et t'es pas trop en train de montrer un personnage qui est en train de chialer. Mais il y a des cinématiques, par exemple. Dans les cinématiques, c'est autre chose. C'est vrai. Donc après c'est comment se positionner au niveau de ton job et de l'équipe, et d'apporter ta plus-value, quoi. Là moi c'est un peu le même style où je suis bien actuellement dans tout ce qui est tech parce que j'apprends énormément de choses, et c'est un truc que j'ai toujours voulu connaître, mais à un moment donné
quand je vais avoir envie de refaire de l'image pure et de faire un décor complètement, ça, je l'ai pas vraiment dans la tech. Ouais. Donc, tu peux le réavoir dans le jeu vidéo comme dans le ciné, mais ça dépend vraiment des projets, en fait. Moi, je suis plus... je regarde plus trop les projets, s'ils sont intéressants ou pas. C'est vraiment l'équipe, le mood que ça a et s'il y a un intérêt d'apprentissage, en fait. J'aime bien C'est ce que prendre... j'allais dire. C'est Ouais. est-ce qu'il y a 2-3 objectifs comme ça, 2-3 trucs, tu dis ça j'aimerais bien le connaître Ouais, maintenant. c'est ça. C'est là, par exemple, Unreal, j'ai pas vraiment produit dessus. Mhm. J'ai envie de connaître et mais ça, je peux le faire actuellement, moi, tout seul dans mon coin. Mais ouais, toujours avoir une veille technique, c'est... Et il y a quoi d'autre à part Unreal dans la tech ou même dans l'artistique, pourquoi pas aussi? Ouais, dans l'artistique, je sais pas trop. Non? Euh, En tout cas, tu continuerais comme ça en enviro, ça te Ouais, botte par à contre, ce sera mort et toujours tout. de l'enviro, du pipe, ou ce genre de choses. Mais j'irai pas sur du Kara parce que je suis pas très très bon là-dedans. Ouais. Mais ou de l'anime, j'en ai fait un peu et c'est pas ce qui m'attire le plus. Et dans le Kara, qu'est-ce qui est pas si transposable que ça par rapport à ce que toi tu sais C'est faire? des fous les Kara artistes. Pourquoi tu Non, c'est trop. Il y a énormément de règles au niveau d'un personnage, quoi. Ouais. Donc, et je suis pas du tout. J'ai pas l'œil pour ça, donc. Ok. Je préfère monter, avoir de l'œil pour de la lumière sur un décor, sur ce genre de choses qu'un personnage. Ouais, c'est assez difficile, je trouve. Enfin, moi, j'ai pas l'œil pour ça, donc. Oui, c'est juste que t'as pas une affinité pour ça, voilà, Ouais. c'est tout. Et ben, pour finir, est-ce que tu as des références éventuellement que tu voudrais donner à des gens, des bouquins, des sites, des chaînes YouTube, je ne sais pas, des trucs où vraiment tu dis je vais toujours là-dessus. Bon, t'as cité tout à l'heure 80 level Ouais, 80 level, qui est et 3 très, très DVF. bien. Houdini Doc. Pour ceux qui veulent faire du Houdini, c'est la mort. Il y a mais des ça marche. Discord, des Reddit, des trucs comme ça pour ce genre de Je suis trucs. pas très Discord et Reddit. Mhm. Non, moi, je trouve toutes mes infos sur YouTube, généralement. Ouais, c'est assez documenté au final. Ouais, c'est fou le nombre de gens qui produisent des trucs, des tutos, ce genre de choses pour apprendre tout et n'importe quoi. Ouais. Et ouais. Non, il y a rien qui te Unreal, vient. ouais, généralement, c'est 80 level et YouTube pour moi. C'est déjà très bien. Et ouais, il y a quand même beaucoup de choses, quoi. Mais après, l'expérience en direct dans les projets, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Ouais, bah ouais, c'est clair. Ouais, on C'est apprend clair. toujours des autres. Donc voilà. Marie, est-ce que tu as une dernière question Mais écoute, pour Laurent? pas particulièrement, parce que je réfléchissais à si jamais il avait un rêve de projet, mais bon, il a un peu dit, en fait, tu voudrais retourner surtout dans la CG, là, pour faire le jongler un petit peu. Non, je suis bien dans le jeu Ouais, et c'est vraiment en fonction des projets et des équipes, ce genre de choses. Ou quelque chose à mettre en application, peut-être. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as testé, tu trouves ça génial et tu n'as encore jamais pu l'utiliser concrètement sur un projet en cours? Je suis en train de l'utiliser. Aïe, aïe. On est dans la confidence pour confidence. D'accord. Il est en train de vivre un rêve éveillé. Ouais, c'est ça, en fait. Voilà, mais non, pour l'instant, j'apprends énormément et c'est ça qui m'éclate. Donc, c'est toujours apprendre, quoi. C'est faire en boucle à chaque fois tout ce que tu sais déjà faire. Enfin, moi, ça m'ennuie à un moment donné. Donc, L'avantage avec la tech, toujours en évolution, du coup. ah ouais, c'est dingo. Tous les les 4 ans, il y a une nouvelle tech qui arrive, il y a un nouveau truc encore mieux et du coup, faudra toujours automatiser des choses et utiliser tous ces trucs-là et de faire des super images, quoi. C'est ça qui est intéressant. Tu viens de finir d'apprendre la tech sur laquelle t'étais, il y en a une nouvelle qui sort. Voilà. Ça te laisse les 4 ans d'apprentissage. Comme ça, fou. après, tu peux passer au level au-dessus. Et ça, c'est parce que toi, t'as envie de le faire. S'il y a des gens, ils qui restent sur leur faire ça, soft et puis basta, quoi. Ouais. Mais bon, Bon, ça me méritait un petit peu, Ouais. mais normal en même temps, c'est chaud. Moi, je trouve d'être toujours au taquet C'est comme clair. ça. ouais, et même en l'étant un petit peu, c'est dur d'être au taquet surtout. Il y a toujours quelqu'un à côté de toi qui sera encore plus à jour et ouais, c'est comme ça qu'en tout cas que moi que j'apprends. Et après, je pense quand même que ça fait partie des métiers où tu peux pas te reposer sur tes acquis, en fait. Non. Même si certains
tire un peu la patte pour évoluer, t'es obligé en fait d'avancer avec la techno parce que ne serait-ce que dans le jeu, après t'as des nouvelles consoles, enfin voilà, t'es obligé de suivre en fait. Ouais, c'est ça. Et puis tu gagnes en efficacité, en rapidité, et vu les quantités de choses que vous avez à faire, c'est une un peu partie plus... que j'aime bien, en tout cas sur Pop, ça a été ça. C'était rendre service à l'équipe en fait. C'est dire bah voilà, tiens si tu fais ça comme ça, présenter une nouvelle chose et te dire bah voilà on peut aller plus loin et on peut ça pourrait aider l'équipe et aller plus vite et ou faire des choses qui sont chiantes à la base à faire qui vont te prendre 3 semaines à faire. Du coup ça on peut l'annuler et on peut penser plus à une compo d'images ou à du lighting ou ce genre de choses et sur le rendu réel et pousser le détail plutôt que sur des trucs qui sont chiants quoi. Du genre qu'est-ce qui est chiant? Les cailloux. Faire des cailloux en boucle. Les cordes. Non, mais tu vois, tu dois modéliser, je sais pas moi, 1 kilomètre de château et tu dois te taper toutes les pierres enfin, si c'était à l'ancienne, tu dois modéliser sur notre broche toutes les pierres. Tu fais non. Ouais, non, c'est sûr, tu vas pas le faire. Ouais. Donc, non, il y a des façons plus simples et des outils qui sont quand même bien cool, quoi. Le fameux demande à Lolo. Voilà. C'est vrai? Qui revenait. Tout à fait. Voilà, si vous ne savez pas, demandez à Lolo. Il sera ravi de vous répondre. Ça dépend. Non, mais ouais. Bon, bah, super. Cool, quoi. Super. Merci Laurent. Merci beaucoup Merci à vous. pour toutes ces explications. Merci Marie. J'espère que ça a été une première merci pour l'accueil. Ce fut très sympa d'être de l'autre côté de la table. Une mise à pied à l'étrier. J'allais dire, j'arrive pas à trouver l'expression. Donc, mais c'est bien. Mise à pied à l'étrier, c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est très bizarre quand même. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup Laurent encore. Merci Marie. Merci. Merci à tous les bipèdes. On vous retrouve pour une prochaine émission. Et d'ici là, Bisous. Ciao, ciao.